Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur cette première de Cannes 2000 sur Vox Africa et ses partenaires. Pour cette première, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Tibet Kipré du journal Nord-Sud à Abidjan et à ma gauche, Racine Khan de la radio Sud FM. Bonsoir Racine. Bonsoir. Bonsoir Tibet. Bonsoir. Quoi de plus beau que le plus grand rendez-vous sportif du continent pour débuter nos émissions, Racine? Oui, bien sûr, c'est très très beau puisque le football, vous le savez, c'est le sport roi. Et débuter une émission avec ce sport en Afrique, je crois que c'est la bonne démarche. En tous les cas, on vous souhaite par la même occasion bon vent. Pas à moi, mais à Vox Africa. À Vox Africa, bien sûr. On leur souhaite un bon vent. Et on pense que le plus beau est à venir, surtout dans cette compétition, puisqu'on va vers une des compétitions les plus belles de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, Tibet? Écoute, j'abonde dans le même sens que mon confrère. Je voudrais commencer par adresser mes voeux les meilleurs à la direction de Vox Africa pour cette nouvelle année qui va commencer. Et je pense que commencer une émission de télé par la Cannes 2008, on ne pouvait pas avoir mieux parce que toute l'audimat est polarisé sur cet événement. Donc, c'est le moins qu'on peut dire. Nous allons donc parler de la première journée de cette Cannes, la première journée partielle, vous l'avez bien entendu, qui est partie sur les chapeaux de roue avec de nombreux buts déjà marqués, comme le témoigne le reportage que nous a proposé nos collaborateurs sur le terrain. La première grosse surprise de cette Cannes nous est venue de Koumassi, où les Lions indomptables du Cameroun ont lourdement mordu la poussière devant les pharaons d'Égypte par, tenez-vous bien, 4-2, un score que le Cameroun n'avait jamais enregistré en 30 ans de compétition. Regardez ces images que nous proposent nos partenaires sur le terrain. Qui a donné les biens là. Allez les Lions! Une équipe ne se prépare pas comme ça à la Coupe d'Afrique des Nations. On nomme un entraîneur à 2 mois et demi de la compétition. Lui-même prend encore 1 mois de vacances avec 6 mois de salaire en poche. Et puis on fait 8 jours à Ouagadougou. Avec ça, on ne peut pas faire des miracles. On voit une équipe bien préparée, l'Égypte, qui en plus a des individualités qui sont dans un beau jour, notamment Mohamed Zidane. Et puis en face, une équipe désordonnée, formée de manière hétéroclite et donc qui n'arrive pas à poser, à aligner 3 passes, pas un seul tir au but en premier mi-temps.
Racine, est-ce qu'on peut dire que la déroute de l'équipe nationale du Cameroun, même si on sait que les Lions indomptables ont souvent souffert devant les Pharaons, comme en témoignent les différents scores bien qu'étriqués, en 84 à Abidjan, 1-0 en faveur des Égyptiens, même si le Cameroun finit par remporter le trophée. En 86, le Cameroun perd encore devant l'Égypte, ça c'était au Caire. En 88, la tendance est un peu inversée, c'est le Cameroun qui gagne par 1-0. Nous savons que l'Égypte a empêché le Cameroun, quoi qu'on en dise, d'aller au Mondial 2006. Est-ce que, malgré ces paramètres palpables, on ne peut pas dire que le Cameroun souffre de son improvisation, de son manque de préparation ou de sa préparation bâclée? On sait que le Cameroun ne s'est pas vraiment préparé pour cette CAN, n'a fait que des bouts de match, de tests contre les équipes de 10e zone au Burkina Faso. Peut-on dire qu'aujourd'hui le Cameroun souffre de son improvisation? Peut-être que le Cameroun souffre de cette improvisation, même si moi je ne considère pas ça comme une improvisation. Il faut voir, au niveau des préparations, généralement, est-ce qu'il n'est pas mieux de se préparer en Afrique en préparant la Coupe d'Afrique des Nations que de se préparer en Europe ou au Koweït ou dans les pays Je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, il faut donc affronter les meilleures nations, les grandes équipes pour se préparer, pas des joueurs qui jouent en 6e division au Burkina Faso. Vous avez certainement raison. Vous savez, la préparation, généralement, dépend surtout, c'est vrai, du timing, mais également de l'entraîneur. Je ne pense pas qu'un entraîneur puisse préparer une compétition aussi importante que cela, diriger un pays aussi grand footballistiquement parlant que le Cameroun et se permettre d'improviser. Je pense que c'est une question de choix. Peut-être qu'il n'a pas fait le bon choix et ça, on ne le saura qu'à la suite de la compétition. Mais vous avez déjà évoqué un aspect qui est très important, c'est que l'Égypte, je pense que cette Égypte-là, même si le Cameroun s'était préparé 2 mois à l'avance, le match comme ça s'est déroulé, cette Égypte-là pouvait encore battre le Cameroun. Parce que l'Égypte, c'est vrai, n'est pas encore bête noire du Cameroun parce que les deux équipes se battent, mais au plan des statistiques... Mais jamais sur un tel score, 4-2 quand même. Déjà, le Cameroun n'a presque jamais perdu sur un tel score depuis très très longtemps. Très très longtemps. Mais on va certainement entrer dans les détails, il faut voir comment s'est déroulée la rencontre. Cela a été très important. Le premier but des Égyptiens a été marqué sur penalty. Et c'est facile pour désarçonner toute une équipe. Mais surtout, le deuxième but est arrivé très vite. Pas une équipe comme celle du Cameroun, quand même, qui a de l'expérience, qui a fait 5 mondiales, qui a gagné 4 Coupes d'Afrique des Nations ayant joué 5 finales. C'est pas n'importe quelle équipe quand même. Mais c'est pas l'équipe du Cameroun qui a gagné tous ces trophées qui a été devant l'Égypte hier. Presque... On a, c'est vrai, beaucoup de bons joueurs. On a eu beaucoup de bons joueurs. Mais il faut voir que la défense du Cameroun de cette année n'est pas tout à fait celle du Cameroun qu'on connaissait. Même Rigobert Song, il est toujours aussi bon, il est capitaine courage. Moi, je l'appelle toujours capitaine courage. Il est capitaine courage, très bon sur l'homme et tout. Mais il a manqué ce lien qui doit y avoir. Il a manqué ce lien qui doit avoir lieu dans un axe central. Et certainement que tout cela, l'entraîneur s'en est rendu compte. Et puis, il y aura peut-être des arrangements qui vont se faire. Tibé, on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que l'arrivée tardive de l'entraîneur, la mauvaise organisation, a peut-être été pour quelque chose dans cette débâcle. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on peut le dire. Pour un début, commencer comme ça, j'allais dire, pour un pays grand, footballistiquement parlant, comme l'a dit mon confrère, c'est un désastre. Mais cette défaite-là est arrivée, j'allais dire, de loin. Imaginez-vous, 2 mois avant, le Cameroun n'a pas d'entraîneur. Alors, un entraîneur, une compétition comme la CAN se prépare sur longtemps. Et il a fallu beaucoup de petits coups par-ci, petits coups par-là pour que Otto Pfister soit nommé comme entraîneur. Il ne faisait déjà pas partie de la shortlist retenue par la fédération. Voyez-vous. Et ça, j'allais dire que c'est un peu le prix de l'improvisation. Racine, au vu de ce résultat du match Cameroun-Égypte, avec les carences que nous venons de noter, pensez-vous sérieusement que le Cameroun a des chances de passer au 2e tour dans cette compétition? Je pense qu'il est impensable que le Cameroun ne se qualifie pas au second tour. Impensable? D'abord par rapport au capital expérience que cette équipe a. Ensuite, par rapport aux adversaires qui l'attendent. Et je crois que le Cameroun ne va pas vivre le même match, ne va pas jouer le même match que contre l'Égypte. Déjà, mon confrère nous annonçait tout à l'heure, non, c'est vous qui nous annonciez tout à l'heure, qu'on vous a dit oui, que Samuel Eto'o a assisté au match qui a suivi, au match Zambie. Il aurait assisté. Ouais, il aurait assisté. Si jamais il a assisté,
Ça prouve déjà toute la volonté qu'il a par rapport aux matchs qui vont se jouer. Mais même au-delà de cet aspect-là, aujourd'hui, le Cameroun, je ne vois pas comment la Zambie et le Bénin pourront empêcher le Cameroun de se qualifier. Vous me direz que le football, c'est le football. Vous me direz que le football a toujours ses surprises. La Zambie a gagné par 3-0. C'est vrai. Mais il faut dire que cette équipe de Zambie a une mobilité, on dirait des mobilettes sur le terrain. Est-ce que l'équipe dite vieillissante des Lions indomptables pourra supporter cette vivacité des Zambiens? J'allais dire, on aura en face deux équipes, j'allais dire, l'expérience contre la fougue. Vous voyez, la fougue des jeunes. Mais moi, franchement, qui suis le football depuis un bon moment, je parie, je vois mal le Cameroun sortir au premier tour d'une compétition. Le Cameroun ne peut pas se permettre de perdre 2 matchs de suite, qui est l'équivalent d'une élimination. Ce serait un désastre. Mais comme en football, il faut toujours rester mesuré. À chaque jour suffit sa peine en football. Le match de l'Égypte ne sera pas celui contre la Zambie. Mais ce sont nos Lions indomptables. Nous allons passer au groupe B, dit groupe de la mort. Dans ce groupe, les éléphants n'ont pas manqué leur rendez-vous. La Côte d'Ivoire a dominé le Nigeria par 1-0. Un fabuleux but marqué par le jeu de Chelsea. Salomon Kalou, le petit frère de l'autre, qui a effacé 4 défenseurs pour inscrire l'unique but du match. Nous allons voir ces images que nous proposent nos partenaires sur le terrain. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'avec cette victoire 1-0 des éléphants sur les Super Eagles, la Côte d'Ivoire a pris une bonne option pour la qualification au deuxième tour? Oui, on peut le dire, mais il faut être prudent. Le match du Nigeria a été un match. Celui qui va opposer la Côte d'Ivoire au Bénin en sera un autre. Et étape par étape, les éléphants avanceront. Mais gagner un match d'entrée n'est pas synonyme de qualification. Nous savons quand même que le potentiel ivoirien est impressionnant aujourd'hui. Peut-on franchement, sans langue de bois, ne pas voir la Côte d'Ivoire aller loin dans cette compétition? Le football a ceci d'imprévisible qu'il faut parier sur rien. Vous voyez, ils font une très belle entrée, ils ont une équipe impressionnante, ils ont un jeu alléchant, mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire va tout écraser sur son chemin. Non, il faut aller étape par étape. On n'a vraiment pas encore vu la Côte d'Ivoire. On verra autre chose lors du prochain match. C'est contre le Mali. Autre chose, non, contre le Bénin. Autre chose, je peux le dire parce qu'une équipe, quand elle commence une compétition, elle monte au fur et à mesure, en puissance, au fur et à mesure que les matchs avancent. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Oui, moi je dis la Côte d'Ivoire a de très bonnes chances de se qualifier. La Côte d'Ivoire certainement va se qualifier au second tour. Et surtout parce que le match le plus difficile, il va le jouer en dernier lieu. Le match le plus difficile, c'est le match que la Côte d'Ivoire va jouer
contre le Mali, ici à Accra, parce que son second match, c'était contre le Bénin, et la Côte d'Ivoire, par rapport au capital confiance qu'a généré la victoire sur le Nigeria, qui était quand même un adversaire de taille, moi je suis sûr que la Côte d'Ivoire, avant de venir ici, on leur dit, vous choisissez entre battre le Nigeria et battre le Mali, j'aurais choisi le Nigeria en premier. Parce que c'était le premier match à ses réalités. Au fait, vous avez même vu le Ghana souffrir ici devant la Guinée pour son premier match. Parce que le premier match a ses réalités. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le premier match a permis encore de renforcer certains automatismes. Ceci est important pour le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays qui ont perdu. C'est très, très important. D'ailleurs, le Nigeria, moi, je vois bien le Nigeria revenir dans la compétition. Le Nigeria a perdu son premier match, mais allez voir le match de vendredi, Nigeria-Mali. Ça va être le match le plus disputé, certainement beaucoup plus disputé que face à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire très bien se qualifier. C'est le second ou la seconde équipe à se qualifier qu'on ne connaîtra pas encore. Même si le Mali a gagné son premier match, il lui reste 2 matchs beaucoup plus difficiles. Décidément, ce groupe est un vrai groupe de la mort. C'est un vrai groupe de la mort, parce que moi, je ne vois pas le Mali battre facilement le Nigeria, et peut-être même que le Nigeria va prendre l'ascendant sur le Mali, ce qui va donner un troisième match très important. Vous venez de parler de confiance. Je vais retourner vers vous, Tibé. Est-ce qu'il ne faut pas craindre l'excès de confiance chez les éléphants? Parce que tout le monde voit les éléphants tout beaux, qui vont arriver à la fin du tournoi, à retourner avec le trophée Abidjan. Est-ce que cet excès de confiance ne peut pas être préjudiciable pour l'équipe? Je vous prends un mot, je suis Ivoirien 7, je suis en contact permanent avec l'équipe, mais je vous dis d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'excès de confiance. Ils ont été préparés à ça. Mais c'est quand même l'équipe hyper favorite pour ce tournoi. On verrait très mal la Côte d'Ivoire ne pas gagner ce trophée après l'avoir raté en 2006 en finale. Moi, j'aime pas trop ce thème de hyper favori. Favori par rapport à quoi? Un entraîneur potentiel. Oui, à son potentiel, c'est vrai. Un entraîneur ivoirien, Bonketia à Marseille, disait qu'on n'ira pas donner le trophée aux éléphants comme une fleur. Ah non, il faudra se battre, s'arracher pour aller récupérer cette coupe-là. Donc, mais vous convenez avec moi qu'avec son banc de touche, la Côte d'Ivoire est l'équipe la mieux armée aujourd'hui pour aller au bout de cette compétition? Oui, je suis d'accord. Mais en football, il faut être prudent. La prudence est de mise. Et surtout, que les équipes ne sont pas venues ici en villégiature. Chacune des 16 nations est venue pour remporter les trophées. Et pour y arriver, il faut se battre, il faut s'organiser. Donc, dire que la Côte d'Ivoire est favorite d'emblée, ce serait se jeter à l'eau. Moi, je suis d'autant plus d'accord avec Tibé que tout le monde est tombé d'accord sur le fait que cette compétition est la plus relevée des 10 dernières années. Le niveau, déjà vous voyez, on a joué en 6 matchs. 6 matchs, on a eu 20 buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que c'est une compétition d'attaquants. Ça veut dire qu'il y a eu 3 buts en moyenne par match. Et il y a eu 5 pénaltys. Qu'est-ce que ça veut dire? Un match où il y a des matchs où il y a des pénaltys, ça veut dire que les attaquants sont favorisés, mais surtout que les attaquants sont de très grande facture. Mais à quoi doivent-ils cette facilité, les attaquants, même si on sait qu'on les protège, ils sont un peu plus protégés, est-ce que c'est l'état du terrain qui leur permet d'aller plus vite, d'aller droit devant le but? Moi-même, d'ailleurs, j'ai discuté avec des joueurs, j'ai discuté avec Marouane Chamakh, j'ai discuté avec Pascal Feyinduno. Les deux ont reconnu, en tout cas pour Accra, que la pelouse n'était pas très très adaptée au beau football, ne facilitait pas le très beau football. Et pourtant, on a vu quand même du beau football et on a vu beaucoup de buts. J'imagine que c'est parce que justement les attaquants sont de très... Ah, écoutez, les attaquants qui ont marqué, il y en a même qui ont surpris, qu'on ne connaissait pas, comme Aloudi Soufiane, le Marocain qui a marqué 3 buts. C'est un tout jeune, il fait partie des jeunes. Il va venir petit à petit, mais déjà il est blessé, c'est dommage pour le Maroc. Si ce n'est pas l'état du terrain qui favorise... C'est le talent. Aujourd'hui, on a des attaquants de renom. C'est surtout le talent. Et parlant de talent, il y a une équipe où il en manque aujourd'hui, c'est le Nigeria. Tibé, on a très bien vu que dans cette équipe du Nigeria, on manquait un créateur, un cerveau au milieu de terrain. Est-ce qu'un JJ Okocha, bien que âgé 35 ans bientôt, n'est pas indispensable à l'équipe du Nigeria encore aujourd'hui? Oui, j'avoue que Okocha aurait rendu d'énormes services à la sélection. Parce qu'aujourd'hui, un homme comme lui manque en sélection. Dans une équipe, quoi qu'il en soit, il faut toujours un inspirateur du jeu.
Tant qu'il n'y a pas, c'est difficile. Le ballon doit tourner autour de quelqu'un qui doit les distiller, qui doit calmer le jeu quand il faut, qui doit accélérer quand il faut. Mais Michael Obi, il est tout jeune. C'est un bon joueur. On ne dit pas non. Voilà, c'est un destructeur. Donc, le Nigeria manque aujourd'hui un homme de sa trempe, franchement. Alors, au vu de... Oui, moi, je disais que c'est vrai qu'il peut manquer à l'équipe Okocha. Il manque un créateur de renom. Mais il ne faut pas oublier que le Nigeria, qui a joué contre l'équipe de la Côte d'Ivoire, a très très bien joué. Il a fallu le génie de Kalou pour que véritablement la Côte d'Ivoire puisse s'en sortir, entre guillemets. Mais le match a été très intense au milieu du terrain. La bataille du milieu du terrain n'a pas été totalement remportée par les Ivoiriens. Et je crois que le Nigeria, aujourd'hui, on a vu la sélection du Nigeria, parmi les 23, il y a plus d'attaquants que de défenseurs. Parce que le Nigeria veut jouer un football offensif. Parce qu'ils ont beaucoup plus de techniciens. Nous avons eu sur le terrain en même temps Wanko Kanu, John Utaka et Obafemi Martins. Ce qui laissait tout de suite voir que le Nigeria avait un seul objectif, l'offensive. Ouais, tout à fait. Ils n'auront pas réussi parce que la défense ivoirienne, je ne vous l'apprends pas, ça va être l'une des meilleures défenses de cette compétition. Ah, une fois de plus, la meilleure défense avec l'équipe favorite. Moi je ne dis pas que c'est l'équipe favorite. Je dis qu'elle fait partie, cette équipe, des favoris. Mais ce n'est pas l'équipe favorite. Moi, je ne la prends pas pour l'équipe favorite, même si je considère que c'est une équipe qui a du très bon jeu. Mais sa défense, c'est une défense non seulement expérimentée, mais très concentrée. Nous allons parler maintenant du côté ambiance, parce qu'avant tout ceci, tout a commencé vendredi dernier, comme nous le témoigne ce document intitulé « Ghana, terre de foot ». Nous savons que les 2 dernières CAN en Tunisie ont été gagnées par la Tunisie en 2004. La dernière édition en Égypte, en 2006, a été gagnée par l'Égypte. Peut-on dire que jamais 203, Racine? Est-ce que le Ghana gagnera celle-ci? C'est pas évident, jamais 203, c'est peut-être quelque chose qui est vrai dans d'autres circonstances. Le Ghana peut bien gagner sa compétition parce que je crois que les Ghanéens ont très bien préparé cette Coupe d'Afrique au plan du football, même si au plan de l'organisation il y a beaucoup à dire, mais au plan du football, de la gestion de l'équipe, je crois qu'ils ont très bien préparé cette compétition et ils peuvent, ces Ghanéens, bien décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc aller au bout? Moi, je les vois bien en tout cas aller jusqu'en demi-finale. Maintenant, vous savez, chaque fois, je crois qu'une équipe sérieuse doit dire « je veux arriver en demi-finale ». Parce qu'à partir des demi-finales, c'est une autre réalité du football. Arriver en demi-finale maintenant, tout est possible. Mais moi, je vois bien le Ghana arriver en demi-finale. Nous avons quand même vu le Ghana évoluer contre la Guinée. Il faut dire que le Ghana, même s'il a frappé au poteau plusieurs fois, a quand même manqué de tact dans cette équipe. Est-ce que Stéphane Appiah, le grand absent de cette équipe, n'a pas manqué à cette équipe? C'est sûr qu'un joueur comme Appiah manque toujours à son équipe. Ça, c'est une évidence. Mais je crois aussi qu'ils ont un entraîneur qui connaît très bien le football, surtout le football africain, Claude Leroy, qui a eu l'expérience avec le Cameroun, le Sénégal, etc., le Congo. Je crois que les Ghanéens, en tout cas, ont le potentiel. Mais cette Coupe d'Afrique, on ne va jamais le répéter assez. Cette Coupe d'Afrique est une compétition où on risque d'avoir les plus grosses surprises. En tous les cas, les équipes arabes, les équipes maghrébines, la façon dont elles organisent leur compétition, dont elles gèrent leur compétition, ce n'est pas la même façon que pour les équipes africaines d'Afrique subsaharienne. C'est d'autres cultures, c'est d'autres réalités. Et je ne pense même pas que les équipes africaines subsahariennes puissent se comporter de la même façon que les pays maghrébins. On verra. On y arrivera. Alors, Tibé, est-ce que le Ghana est le rival naturel des éléphants aujourd'hui? Peut-on le dire? Rival naturel, bon, de par la frontière et tout ça, je pense. Mais au niveau du football, je pense qu'il faut être très très prudent. Vraiment, je le dis et je répète, organiser une compétition ne veut pas dire qu'on va la gagner. On gagne une compétition parce qu'on mérite de la gagner. Aujourd'hui, je prends un exemple banal. Je ne sais pas me moquer de la Namibie. On donne la CAN à la Namibie en 2010. C'est un exemple. La Namibie ne gagnera pas. Ça, je parie. Il n'y a rien à faire. Parce que sur le plan du football, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore organisés pour ça. Ils ne peuvent pas la remporter. Nous avons vu le Burkina Faso, il y a quelques années, qui était au même niveau que la Namibie, faire un bon tournoi. Oui, mais qui est arrivé où? C'est l'Égypte qui allait prendre chez lui. Ah oui, mais ils sont quand même arrivés en quart de finale. Oui,
ils ne pouvaient faire que ça. Ils étaient dans une euphorie, une effervescence. Pour vous, jusqu'où peut aller le Ghana? Est-ce que le Ghana a des moyens techniques, des moyens suffisants pour aller jusqu'au bout de cette compétition? Je suis sûr d'une chose, c'est que le Ghana va passer le premier tour. Ça, c'est clair. Et ensuite? Ensuite, ils se verront probablement sur leur voie la Côte d'Ivoire. Parce que le premier de la poule A jouera contre le deuxième de la poule B, ou bien le premier de la poule B jouera. Donc, c'est possible qu'ils se rencontrent. La Côte d'Ivoire ou le Nigeria? La Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Tu te rends compte? C'est qui sera un morceau pas facile. C'est de gros morceaux, il n'est pas facile de les croquer. Donc, attendons pour voir. Les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de nous avoir regardés sur www.voxafrica.com. Merci à Tibet, notre premier invité. Bon, merci bien. Merci à Racine. Merci. Merci à vous. Merci à vous qui avez été nombreux à nous regarder. Merci à nos équipes sur le terrain et à nos partenaires de 2S TV. On se retrouve sur la même chaîne demain à la même heure. Bonsoir.